Bonjour, Bruno Botta de DHTV. Donc là, on reçoit Thibaut Canuti pour son interview. Alors, ma première question que je vais te poser, qu'as-tu pensé du symposium? Bah écoute, un moment très sympathique, un moment d'échange et de rencontre. Après l'époque Covid, c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver en vrai, puis de rencontrer des personnes. Moi par exemple, voilà, je n'avais pas encore rencontré en vrai des gens comme Philippe Guimand ou Éric Zurcher, donc, pour ne citer que cela. Donc c'est toujours des moments intéressants. On parlait avec Gilles justement de cette notion de camaraderie qui existe quand même en ufologie. On a beaucoup parlé des querelles et des guerres ufologiques auxquelles moi personnellement je me suis jamais trop prêté. La camaraderie c'est plus intéressant. Donc Très important. quand on peut avoir ça, nonobstant nos hypothèses personnelles, nos terrains d'entente ou de division, c'est bien de pouvoir se rencontrer. Et puis là, quand même, à Rennes-les-Bains, j'ai l'impression qu'il y avait un public, entre guillemets, qualifié. Donc des gens qui s'intéressent à ça. Et c'est pas que c'est pas intéressant de rencontrer le grand public, mais un public qui est intéressé par ces sujets-là, c'est toujours une plus-value. Merci Thibaut. Connais-tu le sceau? Et t'en penses quoi? Alors bien sûr que je connais le sceau. Je pense qu'ils font un travail formidable. Alors moi évidemment je suis conservateur des bibliothèques comme tu le sais. Donc l'idée de préserver les archives pour la postérité, pour la recherche, c'est quelque chose évidemment qui me tient à cœur tout particulièrement, peut-être plus qu'un autre. Puisque tu sais que moi, mon travail, ça a été un travail qui s'est beaucoup axé sur la recherche historique, sur la documentation, qui est un peu mon cœur de métier. Donc je pense qu'on peut être que pour le travail que fait le Sceau, qui est un travail de sauvegarde, puis qui est un travail qui se fait avec les bibliothèques publiques aussi, vous savez ça, ou avec les centres d'archives, puisque le Sceau a eu, je pense, la très très bonne idée de mailler le territoire de réservoirs documentaires comme ça sur l'ufologie, qui sont destinés quand même à être conservés sur un temps long. Donc c'est très important. Et puis on en parlait tout à l'heure, derrière le Sceau il y a aussi des sceptiques dits sceptiques pragmatiques, mais des gens avec qui il a toujours été possible de discuter sans rentrer dans des guerres, Je le confirme. voilà, ou dans des joutes ou des attaques ad hominem dont certains sceptiques sont très friands. Je citais tout à l'heure Thierry Pinvidic, moi qui est un monsieur que j'ai eu le plaisir de rencontrer, à Perpignan d'ailleurs, à l'époque où j'y étais, pour qui j'ai un grand respect, qui a d'ailleurs écrit à l'époque où il était un peu moins sceptique, des livres qui étaient importants, qui ont été très importants pour l'ufologie, avec ce souci de la documentation. Il a été d'ailleurs documentaliste du GEPAN à un moment donné, Thierry Pinvidic, je cite celui-là, mais voilà, des gens comme Mauger, Scorno, des gens qui défendent une hypothèse réductionniste, mais qui l'ont fait sereinement, tranquillement, en ne fermant jamais la porte aux tenants que nous sommes. Voilà, c'est du coup très très important qu'il puisse y avoir cette mémoire ufologique qui ne se perde pas. Voilà. Ça, c'est évident. C'est ce qu'il faut justement. Que penses-tu du phénomène OVNI? Alors, grande question, très très large, Ah oui. Tu me laisses 1 heure pour répondre. Oui. Écoute, honnêtement, je vais te faire une réponse que d'autres avant moi, bien plus importants que moi, comme Jacques Vallée ou Aimé Michel, ont fait, mais qui est vraiment sincère. J'en pense peu de choses, dans le sens où j'ai peu d'opinions chevillées au corps. Ce que je pourrais te dire, c'est que avec le temps, je reste persuadé qu'il y a un reliquat de cas notable, dense, documenté, qui renvoie à quelque chose d'inexpliqué, au sens premier du terme. Voire, j'ose le mot, d'exotique. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important derrière ce phénomène OVNI, et qui vraisemblablement est porteur d'une espèce de révolution pour l'humanité. Sans doute quelque chose comme ça, une prise de conscience un peu de notre statut cosmique peut-être, quelque chose qui a trait à ça. Et c'est aussi une énigme fascinante intellectuellement. D'abord parce qu'elle est rejetée
par toutes les instances académiques. Moi, c'est aussi beaucoup ce qui m'a attiré. Et oui. C'était que ça sentait le soufre, que justement beaucoup refusaient de s'y intéresser. Moi, j'appartiens par mon corps de métier, j'ai aussi travaillé dans l'université, à un corps de métier qui est peu friand de ce genre d'études et de recherche. Et il y avait presque quelque chose qui avait trait à un esprit un peu rebelle. En m'intéressant à ça, moi, je voulais m'intéresser aussi à quelque chose qu'on balayait du revers de la main, qu'on traitait avec complaisance de moins en moins aujourd'hui, avec les révélations notamment récentes qui nous viennent d'outre-Atlantique. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et donc si je me suis mis à m'y intéresser de mon point de vue amateur, parce que moi je suis un vulgarisateur, je fais un travail d'amateur, je ne fais pas un travail académique, mais c'était de faire les livres d'histoire que je ne trouvais pas. J'ai voulu écrire les livres d'histoire que je ne trouvais pas. Ce qui est très important. Et j'ai voulu écrire l'histoire de l'ufologie française notamment, qui n'existait pas. Et même si, voilà, avec le temps, il y a des choses que je ferai différemment. Mon petit mérite à moi, c'est d'avoir été le premier à vouloir essayer de commettre une somme là-dessus. Depuis, il y a quelqu'un comme Manuel Virotte, notamment, qui a publié une vraie thèse d'histoire, très documentée, très dense, que j'appelais de mes voeux, moi, dans mon premier livre. Donc je suis content, j'avais pas complètement tort lorsque je disais à l'époque que c'était un vrai sujet d'étude pour les historiens contemporanistes, parce que là on parle presque d'histoire contemporaine, presque d'histoire du temps présent, comme on dit, et qui avait là un vrai sujet. Et ce vrai sujet, il a été traité par Manuel Virotte, demain par d'autres. Encore une fois, ça rejoint ce que tu disais sur le sceau. Hein. Il y a cette question de la mémoire, parce que beaucoup de ceux qui rentrent en ufologie rentrent en ne prenant pas la peine ou en ne faisant pas l'effort de lire le travail des premiers ufologues, de décoder le travail. Ce qui est très important, voilà. La mémoire. Et il faut prendre ce temps-là. C'est une connaissance qui s'acquiert dans les livres, hein, pas nécessairement sur Internet ou sur YouTube. Et voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire à mon très humble niveau. Voilà. Ce qui est très bien. Oui, peut-être par rapport à l'ufologie et la littérature de science-fiction. Donc, dans la conférence, tu as parlé des éditions, la collection Anticipation des éditions Fleuve Noir. Ouais. Je voulais savoir quels étaient tes auteurs favoris dans cette collection, si tu en as lu, j'imagine, pas mal. Alors oui, quelques-uns, mais j'ai plus été amené à m'intéresser à ça du point de vue de l'ufologie. Je lis pas que de la SF, j'ai lu beaucoup plus de fantastique. Alors si je devais t'en citer un, c'est Guilleux justement, parce que moi je me suis intéressé justement à ce qu'avaient produit les ufologues. Et ce qu'avaient produit les ufologues justement en termes de SF. Alors, tu sais que Jacques Vallée a écrit aussi des romans de science-fiction, hein. Donc les bouquins de Guilleux sont importants. Par exemple, Le pionnier de l'atome, voilà, de Guilleux. Ça peut être celui auquel je penserais. Alors Thibaut, quel est ton film ufologique préféré ? Alors, il y en a plein, comme tu le sais peut-être. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la figure de l'extraterrestre dans le cinéma. Qui est une question qui me passionnait parce que je trouvais qu'elle en disait beaucoup de l'état géopolitique et puis finalement de la question ufologique. Donc il y a beaucoup de films auxquels je pense, mais si je devais en citer un seul, c'est The Thing de John Carpenter. Qui est fabuleux. Qui pour moi est vraiment un pur chef-d'œuvre parce qu'il y a tout dans ce film. Il y a une réalisation qui est à peu près parfaite, qui rappelle les productions beaucoup plus récentes de Tarantino dans une certaine mesure. Carpenter, c'est quelqu'un qui filmait des westerns modernes en fait. Il y a le personnage de Kurt Russell qui est un héros solitaire. Il y a cette histoire éternelle de John Campbell qui était le rédacteur en chef de Astounding Stories, il me semble bien. Qui est une histoire finalement qui est très actuelle. D'ailleurs, on en a fait un remake de The Thing
qui vaut pas l'original. Hein. C'est un film qui a très très bien vieilli, qui n'a pas rencontré son public en 82 quand il sort, parce que c'est le moment où il y a... Non, il a été complètement inaperçu. Voilà, il passe complètement inaperçu parce que c'est l'année où sort E.T. Et en fait, les gens veulent des gentils extraterrestres. Donc ça passe pas du tout. Par contre, c'est un film qui a une portée qui est importante. Beaucoup ont disséqué ce film. L'idée d'un extraterrestre qui se répand comme un virus, ça renvoyait en 82 à un virus qui était en train d'apparaître, qui était le virus du sida, qui commençait à frapper beaucoup de monde. C'est un film qui est c'est un huis clos, comme les affectionne Carpenter. Il y a la musique d'Ennio Morricone, même si Carpenter lui-même réalise avec ses nappes de synthé un certain nombre de parties musicales du film. Il y a quand même Ennio Morricone derrière. C'était la première fois d'ailleurs, je crois, que Carpenter avait autant de budget alloué par les studios. Et donc tout ça... Surtout des scènes gravées dans l'histoire du cinéma. Absolument. Et puis les effets spéciaux de Rob Bottin, il faut dire un mot là-dessus, qui était le gars qui s'était fait connaître pour avoir fait, pour les amateurs de films d'horreur, les effets spéciaux de la série Hurlement. Notamment avec les loups-garous, qui étaient des effets spéciaux évidemment. De Joe Dante. Voilà, dépourvus de numérique. À l'époque, il n'y avait pas de numérique. Et aujourd'hui, vous pouvez encore regarder The Thing de Carpenter. C'est un film qui n'a pas pris une ride. Et c'est à ça qu'on voit vraiment les chefs-d'œuvre. Donc c'est un film qui d'ailleurs l'année prochaine va fêter ses 40 ans. Alors, maintenant, je vais te poser la question, ta série préférée liée à l'ufologie? Alors, série préférée, pareil, tout aussi compliqué. Mais honnêtement, il y en a une que j'ai envie de citer parce que je l'ai tellement aimée que tant pis, je vais la choisir, même s'il y en a d'autres. C'est Resident Alien. Voilà. Donc c'est une série récente qui est sortie sur Sci-Fi, sur la chaîne Sci-Fi. Alors le pitch, très très vite fait, hein, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette série. C'est tout simplement un extraterrestre qui a pour mission d'éradiquer la population humaine. Et qui, à la suite d'un incident technique finalement, va être obligé de se poser en catastrophe, va perdre l'outil qui lui permet potentiellement d'éradiquer toute la population humaine, et il va devoir, alors heureusement c'est un extraterrestre polymorphe qui est capable de prendre l'apparence humaine, donc il va se fondre à la population, et c'est finalement, alors c'est une vieille recette, hein, c'est la recette du Candide, finalement de l'étranger qui, par son regard, jette un œil un petit peu critique aussi sur les mœurs humaines. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment très très drôle. On se fend la poire à peu près tout le long. Je vais découvrir. Je ne connais pas forcément. C'est vraiment à voir. L'acteur dont j'ai oublié le nom est remarquable. C'est un acteur qu'on trouve dans certains films de fantastique et de SF. Les auditeurs connecteront. Il est vraiment excellent. Son visage reflète presque le fait là, que ce soit finalement un extraterrestre qui est à l'étroit dans son corps d'humain, dans le corps d'humain qu'il a pris. De ce point de vue-là, il y a un jeu d'acteur, je veux dire, vraiment très très fort, quoi. Presque un peu à la Chaplin ou à la Buster Keaton, hein, pour prendre des références cinématographiques antédiluviennes. Donc vraiment la série ufologique à découvrir. Ouais, c'est vraiment Resident Alien. Il y a eu une première saison, il va y en avoir une seconde. Donc j'attends ça fiévreusement, voilà, la saison 2 de Resident Alien. Alors, j'ai une autre question. La série OVNI qui a été diffusée sur Canal+, sur le Japon, t'en penses quoi? J'en pense plutôt que du bien. J'ai eu la chance de rencontrer, lors de l'enregistrement du documentaire de Canal par Dominique Filleul, le bureau des OVNI, où j'apparais subrepticement, de rencontrer les créateurs de la série, les scénaristes de la série. Alors c'est très très chouette, je pense que les ufologues craignaient le pire, et finalement ils ont été plutôt favorablement impressionnés, parce que il y a beaucoup de tendresse dans le regard des réalisateurs et des scénaristes de cette série, à la fois sur l'épopée du GEPAN, qui est présentée de manière plutôt sympathique, malgré le côté un peu pied nickelé des personnages. En même temps, au fur et à mesure que la série avance, se pose des vraies questions, on commence à rentrer un peu dans le dur,
de l'exotisme ufologique, quoi. C'est une série où il y a beaucoup de choses. Et d'abord des acteurs franchement impressionnants. Une reconstitution finalement de la France de la fin des années 70 qui est plutôt bien foutue. Oui. Et donc là aussi, ouais, j'attends bien sûr La série 2. la seconde saison. Pourquoi en France y a-t-il plus de films sur l'ufologie tournés vers la comédie plutôt que vers des choses sérieuses? Bonne question. Alors peut-être parce que en France on a une tradition déjà du film comique, de la comédie. Donc ça c'est une première réponse basique. Et ensuite tu sais, c'est un peu ce que tu trouves dans les traditions asiatiques. Le rire c'est souvent le signe d'une gêne en fait. Et spécialement en France, des sujets comme les ovnis, mais de manière plus large, finalement les faits parascientifiques suscitent de la gêne, parce que nous sommes la patrie de l'union rationaliste, qui a très fortement imprégné la pensée, voilà, et spécialement la pensée académique en France, et qu'il est de bon ton de se moquer de ce phénomène ou d'en rire. Et finalement, on est très coincé, on a du mal à le penser autrement. Là où finalement, dès les années 50, The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta, les Américains font des films sérieux avec ça, où ils réfléchissent à la civilisation humaine, à la question de l'atome, à la question d'une espèce de confédération galactique qui viendrait à un moment donné s'intéresser à nos affaires. C'est évidemment pas possible en On France. retrouve dans l'univers Star Trek, notamment. Oui, complètement, ouais, bien sûr, absolument. Donc il y a sans doute ces deux raisons-là. Première raison très pragmatique, très prosaïque, on est un vrai pays de comédie, hein, de films drôles, burlesques. Deuxième raison, le rire dissimule sans doute une gêne. La gêne qu'on a avec ce phénomène-là qui pose problème. Alors j'ai une autre question, Thibaut, toujours dans le cinéma. Que penses-tu de l'image de l'extraterrestre au cinéma, justement? Alors, elle a suivi l'évolution de la société, en fait. Elle a suivi l'évolution de la société, c'est très marrant, c'est pour ça que pour moi c'était un vrai objet d'étude. Le premier film d'extraterrestres, c'est le film de Méliès, Le Voyage dans la Lune. Et là, on nous montre des extraterrestres, les Sélénites, les habitants de la Lune, qui sont grimés un petit peu comme des sauvages d'Afrique. Donc c'est l'époque du colonialisme, c'est le début du XXe siècle. Et là, je veux dire, on est face à des sauvages, vraiment. Des gens à qui on fout concrètement des coups de pied au cul, quoi. Voilà. Et finalement, d'ailleurs, on en ramène un pour l'exposer, comme on exposait certains Noirs d'Afrique à l'époque, dans le cadre d'expositions universelles. Donc c'est vraiment un film de son temps, de ce point de vue-là, qui en dit beaucoup plus. En fait, la figure de l'extraterrestre, elle nous en dit beaucoup plus sur nous-mêmes que sur une altérité qui, par définition, nous échappe, nous est étrange. Tout à fait. Après, dans l'âge d'or d'Hollywood, dans les années 50 notamment, on est plus sur, finalement, en tout cas dans les films américains, dans une figure qui renvoie à l'ennemi de l'intérieur. Donc très clairement le communiste. Donc c'est à ce moment-là que les films cessent de nous montrer des extraterrestres tentaculaires qui ressemblent un petit peu à des divinités mythologiques, qui ressemblent à des poulpes avec des tentacules, tout ça. Là, il ressemble à votre voisin, il est grimé en humain, c'est les envahisseurs. Et finalement, la menace est d'autant plus pernicieuse qu'il nous ressemble, il a pris notre apparence. Hein. C'est l'ennemi de l'intérieur, c'est l'époque du macartisme. Et puis après, alors pour brosser à grand trait, hein, dans les années 70, là, dans la foulée du Watergate, de la guerre du Vietnam, où finalement les élites politiques sont déconsidérées, l'extraterrestre redevient finalement plutôt le gentil. Quelqu'un qui va nous sauver, ou en tout cas qui nous amène à nous interroger sur notre statut d'humain. Donc là, c'est l'époque un petit peu plus par exemple, Rencontre du troisième type, de Spielberg, pour ne citer que celui-là. Et ce qui est intéressant récemment avec Premier Contact ou même Interstellar, où la question extraterrestre est présente, c'est que là maintenant on réfléchit plus finalement à des choses comme la question de la communication ou de l'incommunicabilité, sur la question du voyage dans le temps, de la multidimensionnalité. Donc des choses qui sont très actuelles hein, au cours de ce symposium. Voilà, on a entendu aussi Philippe Guillemant. Oui.
Donc on est plus là-dedans. Donc le cinéma suit un petit peu finalement l'état de la réflexion par rapport à ça. Mais ça reste encore un sujet extrêmement fécond. Après, tu sais bien qu'Hollywood se recycle, hein, donc il y a des éternels recommencements. Oui, tout à fait. Voilà. Il y aura toujours des Independence Day, il y aura toujours des invasions, il y aura toujours des guerres des mondes. Éternelle bataille. Voilà. Parce que l'extraterrestre, c'est la figure suprême de l'autre, de l'altérité. Voilà. L'autre avec qui il n'est pas possible de dialoguer, comme dans Solaris de Stanislas Lem, qui a donné le film de Tarkovsky, des rares films soviétiques qui a été Film méconnu en plus. primé à Cannes en 72, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. Où là finalement se joue la question de la communication, issue d'univers culturels, technologiques, sociologiques, tellement différents. Il est vraisemblable que si un jour on devait essayer de communiquer, ou s'ils essayaient de communiquer avec nous, on n'y comprendrait rien. Voilà. Et c'est peut-être finalement une belle image ou une parabole pour nous rappeler qu'on ne sait pas grand-chose de ce phénomène ovni. Voilà. Il faut continuer à l'étudier en admettant qu'on ne sait rien ou pas grand-chose. Alors Thibaut, je vais te demander tes projets. Alors mes projets, ils sont pour le moment hors ufologie, même si j'exclus pas d'y revenir, parce que de toute façon c'est quelque chose que je continue de suivre évidemment assidûment. Là je travaille actuellement à des espèces de petites biographies du paranormal. J'ai envie de m'intéresser sous un format novella, un peu un long chapitre, à des grandes figures du paranormal qui ont produit des phénomènes psy importants. En choisissant à chaque fois des cas qui ont été très documentés et qui laissent peu de place au doute, en tout cas, sur la véracité de ce qui s'est passé. Donc je travaille à ça, ça donnera peut-être des lieux à des émissions sur Maybe Planet, Oui. la chaîne de Pascal Fechner à laquelle je collabore régulièrement pour commenter un petit peu l'actu ufologique. Mais voilà ce qui m'occupe actuellement, avec le fait que voilà, j'ai un travail qui est assez prenant, Oui, beaucoup de temps, une vie de famille comme tout plein de gens, tout le monde, oui, et que c'est pas facile de produire ça. Donc moi je produis des choses sur le temps long. Voilà. Et en matière de paranormal, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup interpellée, c'est Victor Hugo, Le Livre des Tables, qui mériterait lui aussi, je pense, une étude très complète parce qu'il y a énormément de références à des auteurs décédés qui seraient censés avoir transmis des œuvres au travers de la communication par les tables. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode de la vie de Victor Hugo en termes de paranormal ? Bon, ben, ça fait partie de la vie de Victor Hugo. Il a été très marqué par le deuil, comme tu le sais, très frappé par le deuil. Et puis c'est un homme de son temps. Et il faut savoir qu'effectivement, les hommes du 19e siècle, spécialement de la seconde moitié du 19e et du début du 20e, n'avaient pas les préventions qu'on a eues par la suite, notamment dans la seconde moitié du 20e siècle, par rapport à la chose parapsychologique ou paranormale. C'est vraiment avec la seconde moitié du 20e siècle qu'il y a cette coupure un peu rationaliste qui s'opère. Avant, c'est pas du tout le cas. Tu prends quelqu'un comme Camille Flammarion, par exemple, qui peut s'intéresser dans sa revue L'Astronomie à déjà ce qui est des phénomènes ovnis. Et puis, il y a cette grande question du spiritualisme, de ce qu'on appelait le spiritualisme, ce qui est devenu après presque on peut même dire plus que presque une religion, notamment dans des pays comme le Brésil, qui est le spiritisme. Alors moi, le spiritisme, ça me touche particulièrement parce qu'il se trouve que étant jeune adolescent, j'ai été par un proche membre de ma famille, très franchement, initié au spiritisme, et j'ai fait beaucoup de séances de spiritisme avec quelqu'un qui était vraisemblablement un médium ou quelque chose d'approchant, puisque ces séances-là, elles étaient assez tonitruantes. Et puis après, à l'âge de 17 ans, j'ai vécu là aussi une expérience spirit,
complètement décoiffante. Là, je ne vous la raconterai pas en 2 minutes comme ça. Il faudrait vraiment que je prenne du temps, mais qui est sans doute à l'origine de mon intérêt pour les parasciences de façon générale. Donc alors après sur une opinion sur Hugo, effectivement il était très en vogue de rencontrer comme ça des grands noms, de parler à des grands hommes de la littérature ou à des grands hommes politiques. On retrouve ça à toute proportion gardée aujourd'hui avec Patricia Daré par exemple, lorsqu'elle parle de Napoléon, lorsqu'elle est en contact avec Napoléon, qu'elle donne des informations qui presque recomposent l'histoire napoléonienne à l'aune de ce qu'on en savait. Ça a accompagné une époque. Ça a vraiment accompagné une époque. Et c'était une époque où on pouvait s'intéresser à ces champs-là. C'était l'époque de l'Institut Métapsychique International, justement, on en parlait tout à l'heure. C'était une époque paradoxalement beaucoup plus ouverte que celle qu'on a pu connaître récemment, même si encore une fois les choses changent. Que penses-tu du Razès? Alors j'ai un immense amour pour le Razès, que j'ai découvert moi à l'époque avec l'ami Yves Lignon, qui m'a fait l'honneur de m'inviter au tout début où je commençais à travailler sur ce phénomène-là, aux conférences qui déjà se déroulaient à l'époque à Rennes-le-Château. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Phil Marlin, le patron de l'ODS, qui a longtemps eu des librairies, ici aussi à Rennes-les-Mains, qui ont malheureusement fermé. Richard Denolane, qui a préfacé mon bouquin. Jocelyn Morisson, que j'ai rencontré ici aussi. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré tout un petit monde qui gravitait autour du Razès. Et puis c'est vrai que je suis aussi tombé amoureux de cette région qui est magnifique. Voilà, qui est très beau, elle est très belle comme région. Qui est vraiment magnifique. Voilà, et nous on en découvre tous les jours. Hein. Exactement. Une terre mystérieuse, cathare, visigothique, qui est chargée d'histoire et de mystère. Et qui est très très belle, voilà, qui est très très belle, qu'il faut découvrir. Encore il ne faut pas que les gens viennent trop nombreux ici, parce que ça perdrait un peu de son charme. Et tu penses quoi, Thibaut, du Bugarache? Alors tu veux dire d'un point de vue esthétique ou ufologique, bien sûr. Ou d'un point de vue ufologique. D'un point de vue ufologique, là je pense qu'il y a eu une fixette sympathique, qui a été vite dépassée en 2012. Hein, voilà, c'était assez folklorique et en même temps pas très étonnant que ça soit ici que ça se passe. Parce que, encore une fois, c'est une terre qui est vraiment chargée d'un passé ésotérique, occultiste, très très fort, très très prégnant. Et c'était pas étonnant qu'on retrouve quelque chose ici, même si je suis pas persuadé d'un point de vue ufologique que le Razès ou le pic du Bugarache soit particulièrement un hotspot du point de vue des ovnis. Je n'ai pas connaissance de ça en tout cas. En tout cas, merci Thibaut de ton interview. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Avec plaisir.